Eh bien salut mes petits enfants, c'est de plus en plus bizarre mes débuts de vidéo, c'est pas grave. Aujourd'hui on va parler de quelque chose que beaucoup d'entre vous croient. C'est quelque chose qui est tourné principalement pour les superstitieux. On va parler un peu d'astrologie. Tout d'abord je vais commencer par vous conter une histoire qui est tournée, une histoire, c'est plutôt une sorte de petite prédiction sur les caractères des Verseaux. Je vous invite à bien écouter ce que je vais dire. Vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler. Mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez si vous avez pris la bonne décision ou accompli ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si l'on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et social, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalistes. Mes chers amis Verseaux, je vous invite à présent à noter cette petite description sur une échelle de 0 à 5. 0 médiocre, comme quoi ça vous correspond absolument pas, et 5, comme quoi ça vous décrit parfaitement. Je vous laisse un petit moment, tranquillou, allez-y, notez, vous le notez dans votre tête, vous le mettez en commentaire, comme vous voulez. À présent, je peux vous affirmer que ce que je vous ai dit, ça s'accorde effectivement au Verseau, mais pas seulement. C'est quelque chose qui s'accorde aussi aux poissons, aux béliers, aux taureaux, aux lions, aux sagittaires, aux scorpions et autres. En fait, ça s'accorde à absolument tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Et maintenant que je vous l'ai dit, vous vous rendez compte qu'en fait, ça s'accorde pas tant que ça à vous. Vous êtes en train de me dire, mais non, en fait, ça va pas et ça va pas. Et oui, parce que vous vous êtes fait avoir et vous vous rendez compte qu'en fait, eh bien, c'est pas du tout fait pour vous. Et là, vous dites, eh merde, il m'a bien eu ce petit salaud. L'expression d'effet Barnum est attribuée au psychologue américain Paul Mell, en référence à l'homme du cirque Phineas Taylor Barnum, qui, dans les années 1850, avait créé un petit numéro qu'il avait appelé lecture à froid, qui d'ailleurs, la lecture à froid est très utilisée par les mentalistes pour décrire une personne et que ce soit plutôt réel. Cette personne, il ne la connaissait pas, il donnait des petites descriptions et bizarrement, ça s'accordait parfaitement avec cette personne. C'est quelque chose, encore une fois, qui est en rapport avec l'effet Barnum, qui vient à dire des généralités qui peuvent s'accorder à n'importe qui, mais faire croire que ça s'accorde juste à cette personne-là. Et ça marche quasiment à tous les coups, si on utilise bien les bons mots. Un peu, c'est la science du langage, en quelque sorte, c'est réussir à manipuler les mots pour faire croire à la personne qu'on arrive à décrire sa personnalité sans même la connaître. Ce phénomène a été décrit en 1948 par le psychologue américain Bernard Fowler. Il avait fait passer à ses étudiants un test de personnalité. Il aurait donné à chacun de ses élèves une petite description de personnalité qu'il aurait élaborée lui-même en s'inspirant de toutes sortes d'horoscopes différents. Il avait fait croire, bien entendu, à ses étudiants que chaque copie était écrite pour chaque étudiant. Il aurait fait des copies toutes différentes. Et en fait, pas du tout. C'était la même copie pour tout le monde. Absolument tout le monde. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'assister là-dessus. Il a fait exactement ce que je vous ai fait, il a demandé à ses étudiants de noter à 0, donc le médiocre, et 5 si c'était vraiment cohérent avec leur propre personnalité. Et il a obtenu une moyenne plutôt efficace, il avait 4,26 de moyenne. Ce qui est vraiment quand même assez impressionnant pour quelque chose qui avait été écrit à l'arrache en s'inspirant de n'importe quel horoscope, il a donné à tout le monde et tout le monde disait oui, c'est plutôt correspondant. Eh ouais. Cette expérience a été reproduite depuis 1948 plusieurs centaines de fois. C'est quelque chose qui est encore utilisé aujourd'hui. Et la note moyenne depuis cette date-là est de 4,22. Ce qui reste énorme avec des écarts très étroits. Il n'y avait pas de gros écarts de certaines personnes mettaient 1 et d'autres qui mettaient 5. Vraiment, c'était très étroit. Un peu comme d'autres études ont montré que les personnes avaient plus de chances de donner un 5 à cette évaluation si ils pensaient que l'évaluation était écrite uniquement pour eux, si ils voyaient une sorte d'autorité dans la personne qui leur faisait un test, donc si la personne qui fait un test est un scientifique renommé, il y a plus de chances qu'ils mettent un 5 plutôt qu'un 4. Et dernière chose, plus il y avait de connotations positives dans le texte, plus il y avait de chances que les gens se voyaient dedans. C'est plutôt une façon à soi d'être égocentrique. Des recherches ont également prouvé que l'effet Barnum fonctionnait encore plus
sur les personnes qui avaient besoin d'être approuvées, d'être valorisées. Puisqu'il y a des connotations positives dedans, et donc forcément les personnes qui ont besoin qu'on leur fasse des compliments, ça marchait beaucoup plus sur eux. Ça marche également sur les personnes qui ont besoin d'autorité, de quelqu'un qui a de l'autorité sur eux. Si on a de l'autorité sur une telle personne, elle acceptera plus facilement l'effet Barnum. L'effet Barnum s'expliquerait sur quelque chose de très simple. En fait, comme je vous l'ai dit, l'effet Barnum c'est quelque chose de vague écrit, où on fait croire que c'est précis, mais en fait pas du tout, c'est très vague, c'est beaucoup de contradictions, si vous lisez bien le texte, c'est beaucoup de contradictions. Vous êtes telle chose, mais vous êtes telle chose. Beaucoup de contradictions. Et la personne, en fait, se corrige, en fait, remplit les trous de l'effet Barnum avec ses propres expériences. Et c'est inconscient, mais à chaque fois, on essaie de remplir les trous pour que ça nous corresponde au maximum. Et c'est là que l'effet Barnum prend sa magie. En outre, comme l'être humain est toujours à la recherche d'informations pour enrichir à la représentation qu'il a de lui-même, il a tendance à accepter toute information extérieure qui pourrait le décrire, notamment si il pense que c'est quelque chose de vraiment avéré et scientifique. Par conséquent, pour être beaucoup plus cru, l'effet Barnum exploite la naïveté des individus. C'est-à-dire qu'un individu aura tendance à accorder plus de crédit à une affirmation qui flatte son ego plutôt qu'à une autre. Deuxièmement, plus l'affirmation sera incomplète et vague, plus un individu cherchera à la combler avec ses propres expériences. Il va associer cette affirmation flatteuse avec une expérience précise de sa vie. Il va donc chercher lui-même à justifier l'affirmation pour la valider. Troisièmement, en utilisant un ton affirmé et sûr de soi, ou sur des pseudo-sciences ou pseudo-questionnaires, le manipulateur donne un aplomb à son discours et diminue les capacités de l'individu à douter et prendre du recul. L'effet se manifeste dans plusieurs domaines, comme je vous l'ai dit, l'astrologie, mais aussi la cartomancie, le mentalisme, la voyance également, bien entendu, et encore plein d'autres choses. Même pour les magasins, dans les pubs, ils utilisent l'effet Barnum pour faire croire que vous avez besoin d'un tel objet, alors que pas du tout. Pas du tout du tout. Bien que ce biais n'ait généralement pas de conséquences importantes au quotidien, il est tout de même utilisé, il peut même être exploité à quelque chose de bien ou non. Ça peut être quelque chose de malhonnête, et j'ai envie de dire généralement c'est malhonnête, comme par exemple vous faire souscrire à un abonnement qui ne vous sert à rien, acheter des objets qui ne vous servent à rien, ou vous faire tout simplement aller dans des projets qui n'ont rien à voir avec votre vie, de ce que vous voudrez faire, ou même à des croyances. Comme je vous l'ai dit de façon très subtile, l'effet Barnum est beaucoup utilisé dans les publicités, dans l'industrie du marketing. Par exemple, si les consommateurs ou consommatrices voient une pub où ils se reconnaissent, s'ils voient la personnage qui joue dans la pub, et ils se reconnaissent dans ce personnage, ils vont avoir tendance à vouloir acheter ce produit, en se disant, cette personne est comme moi, si elle a besoin de ça, peut-être que moi aussi. Et en plus, si la personne se voit dans un problème spécifique et on leur apporte une solution alors qu'elles en ont pas forcément besoin, peut-être que ces personnes-là n'ont pas forcément de gros problèmes dans cette zone-là, mais on leur dit il y a une solution pour ça, alors la personne va se dire eh ben si moi je me sens un petit peu dans ce problème, même si c'est pas grave, j'aurai besoin de cette solution un jour. L'effet Barnum met en lumière le processus incessant de la construction de la représentation de soi-même. L'esprit humain doit en effet se servir d'éléments qui lui sont extérieurs pour avoir une image de lui-même, image qui n'est jamais définitive. C'est ce qu'a dit un jour François Frialtro, je sais pas comment ça se dit, Filiatruc, muche, ok? Et il a dit ça. À présent, vous pouvez faire le test chez vous avec des amis, de la famille ou tout simplement des personnes comme ça que vous rencontrez en soirée. Ça peut être plutôt sympa, vous pouvez plutôt flatter et bluffer surtout certaines personnes sans même les connaître. L'expérience est très simple, vous posez quelques questions, 5 questions pourraient suffire, vous posez 5 questions à un interlocuteur ou interlocutrice. Des questions très simples, vous pouvez tout simplement dire « Tu aimerais à vivre où ? Quelle est ton année de naissance ? Quel est ton signe astrologique ? Quelle couleur aimes-tu ? Quel style d'habit tu aimes ? Quel style de musique ? » Peu importe, vous posez des questions, mais assez rapidement, hein. Faut pas que vous soyez en mode « Oh, je sais pas trop quoi poser, est-ce que machin... » Non, faut vraiment que ce soit fluide, vous soyez sûr de vous, que vous ayez un ton vraiment... Voilà, comme un chef, un meneur. Ou une meneuse d'ailleurs, excusez-moi. Vous posez vos questions, vous êtes sûr de vous, vous prenez la personne au dépourvu, et là... Après, vous faites, bon, très bien, je vais noter, vous faites vraiment genre de noter les réponses, de réfléchir une fois que c'est noté, et ensuite, vous faites semblant, ou d'écrire, ou vous pouvez même réellement écrire, il n'y a aucun souci, si vous avez une bonne imagination, vous pouvez écrire quelque chose, comme l'exemple que vous aviez, que je vous ai fait au tout début,
Si vous n'avez pas d'imagination, c'est pas grave. Je vous mettrai en description la grande phrase que je vous ai dit au début. Et vous dites ça à la personne. Vous dites, ok, d'après tes réponses, je déduis ça de toi. Tu lui balances tout, aucun problème. Et la personne sera outrée de la justesse de vos mots. Et c'est là que vous verrez la puissance de l'effet Barnum. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie. Je crois que je l'ai bien développé, l'effet Barnum. Il me semble que la vidéo risque d'être pas mal longue. Alors, pour le bonus, j'ai quelques petits trucs à dire parce que, en fait, le bonus de l'épisode précédent, il n'est pas encore sorti, l'épisode, donc je n'ai pas encore vos retours. Mais le bonus, personnellement, moi, j'ai trouvé que c'était moins drôle. D'habitude, de base, le bonus, je le faisais pour que ce soit fun. C'est des petits sujets un peu à la con, drôle. Le dernier bonus que j'ai fait était sympa. Il était dans le thème de ce que j'avais fait. Mais c'était pas drôle. Du coup, j'étais un peu déçu de moi-même. Mais c'est vrai que je dois admettre que les bonus drôles, je commence à galérer à en trouver. Mais vous inquiétez pas, je vais faire mon devoir. Je vais faire mon boulot. Et je vais trouver des petits bonus drôles. Là, on en a un qui est plutôt sympa. Du coup, j'en ai trouvé un plutôt sympa qui est plus long que prévu. Je m'attendais pas à pouvoir développer là-dessus. Mais bref, la vraie question dans ce monde, en tant que Français, Française, citoyen de ce royaume, quelle est la différence et surtout, quel est le vrai nom du pain au chocolat ou chocolatine? Sans vraiment le savoir pourquoi, cette petite viennoiserie de nos boulangeries a créé une véritable scission dans notre pays. Nous avons une grande majorité de la France qui dit pain au chocolat, mais nous avons des irréductibles sudistes qui disent chocolatine. Mais toute vérité n'est pas forcément dite par la majorité. Mais ce n'est pas forcément non plus la minorité. Au fond, qui a réellement raison? Nous allons vite le découvrir. Tout d'abord, pour connaître le vrai nom de ce produit, il va falloir remonter quelques années en arrière. Quelques centaines d'années même en arrière. Tout d'abord, ces viennoiseries ont été créées en France, ou sont arrivées même en France au 19e siècle. Car oui, ces viennoiseries ne sont pas françaises, elles sont autrichiennes. Et ouais, ça, vous y attendez pas, hein. Car en effet, à cette époque, la France et l'Autriche ont des liens puissants. Car le royaume de France et l'Empire autrichien sont deux pays européens de force, des grandes forces européennes. C'était même les principales forces européennes. Et c'est en 1830 que la première boulangerie arrive en France. Et en fait, contre toute attente, ce n'est pas un Français qui a eu cette idée, mais c'est un Autrichien. Il s'appelait Auguste Zeng. Zeng, un truc comme ça. À chaque fois qu'il y a des noms étrangers, je sors un truc comme ça. Genre, je me prends vraiment pas la tête à dire le nom correctement. Je m'en balèque total. À l'époque, ces viennoiseries étaient faites avec de la pâte à brioche. Nous avons donc à ce moment-là découvert le croissant autrichien, qui est devenu notre croissant aujourd'hui. Il y avait le croissant empereur, mais également le pain fourré au chocolat. Notre cher petit Autrichien qui a créé cette viennoiserie disait « Chocoladen croissant ». Oui, j'ai essayé de faire l'accent, mais ce n'est pas très efficace. Les Français, eux, n'arrivaient pas à dire le mot, donc ont changé le mot pour dire « chocolatine ». Ils l'ont simplifié et ont commencé à dire « chocolatine ». Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car certes, on dit « chocolatine », à cette époque-là. Mais écoutez bien la suite. Pour les boulangers autrichiens, le pain au chocolat, c'était autre chose. C'était le chocolat des Bro. Encore une fois, l'accent, je ne sais pas, mais voilà, c'était le chocolat des Bro, qui pour eux était plus un cake au chocolat, et non pas un croissant ou une viennoiserie. Donc pour l'origine du mot chocolatine, vous l'avez, il date d'il y a fort longtemps. Par contre, le mot pain au chocolat date de beaucoup moins longtemps, c'est beaucoup plus récent. Le mot pain au chocolat désignait en fait à l'époque tout simplement le goûter qu'on donnait aux enfants. Pour quand ils allaient à l'école, on leur mettait tout simplement une barre de chocolat dans leur pain. Ce qui n'est effectivement absolument pas la même chose que la chocolatine. Mais ce n'est pas fini. Lorsque les viennoiseries ont été reprises par les Français au XXe siècle, la recette de la chocolatine a changé. À l'époque, on faisait ça avec de la brioche, mais eux, ils ont modifié, ils ont commencé à faire ça avec de la pâte levée feuilletée. Donc c'est une toute autre recette. Et ils ont donc décidé de pas garder le nom chocolatine. Le chocolatine, c'est vraiment la brioche avec du chocolat fourré. Et le pain au chocolat, c'est la pâte levée feuilletée avec du chocolat dedans. Là est la différence. Progressivement, le mot d'origine chocolatine a été oublié. Hormis par le sud-ouest, qui l'ont gardé notamment grâce à leur accent, leur différence, parce qu'il faut l'admettre que les sudistes, ils ont un accent fort bien étrange comparé au nord.
Voilà, je fais une petite critique comme ça sur l'accent des sudistes. Non, en vrai, leur accent est drôle, hein, vraiment. Mais voilà, c'est gardé dû à leur accent et aussi aux modifications, aux expressions françaises. Parce que, faut savoir que les expressions françaises du Nord ne sont pas forcément celles du Sud, les mêmes que celles du Sud. Donc voilà, il y a une petite différence là-dessus. Mais au fond, chocolatine est le mot d'origine, mais pour les brioches au chocolat, et pain au chocolat est l'origine pour les pâtes feuilletées au chocolat. Donc, j'ai envie de dire, le meilleur mot quand même, le vrai mot, le bon terme pour moi reste pain aux chocolatines. Et voilà mes chers amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui, je crois, va durer longtemps. J'ai bien l'impression qu'elle va durer longtemps. Bref, donc je vais faire une outro assez rapide. Je vous invite tout de même à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, tout ça, l'habitude, hein. Et sur ce, je vous fais des bisous sur une petite miche bien moelleuse. Mais à chaque fois, je sais pas pourquoi, il y a des moments où je rallonge la outro, voilà. Mais il y a des moments où j'oublie de dire portez-vous bien, voilà. Donc portez-vous bien et bisous sur une petite miche bien moelleuse.